Bon, on va repartir notre discussion, M. Bonnet-Vigé, avec notre deuxième petite capsule qui, elle, va traiter un peu plus de ce qui se passe lorsqu'on a des cas confirmés, que ce soit des élèves ou du membre du personnel, de votre côté, puis de quelle façon ça a des impacts sur nous après. Ça va clarifier les choses. Donc, peut-être d'entrée de jeu, là, peut-être nous résumer un peu la trajectoire d'un cas positif. De quelle façon là, vous le recevez, de quelle façon vous en informez la suite, là? Quand quelqu'un va passer un test, le test s'en va au laboratoire et nous, on reçoit le résultat du laboratoire. Alors, il y a déjà un petit délai, là, dépendant du laboratoire qui peut faire le test. Parfois, c'est assez rapide si c'est fait en Gaspésie ou aux îles. Mais quand c'est fait directement, quand c'est envoyé à Rimouski, on a un délai d'un bon 24 heures. Alors, donc, on reçoit le résultat qui nous dit que le virus a été détecté dans le prélèvement. Alors, à ce moment-là, on a une enquêtrice qui va appeler la personne, si c'est un enfant, les parents de la personne. Alors, dans le cas d'un employé d'un centre de service ou d'une école, ou dans le cas d'un enfant, on a convenu qu'on envoie un courriel tout de suite au centre de service pour qu'ils puissent savoir qu'ils ont un cas positif dans leur école. Alors, ça fait que déjà, ils peuvent avertir les parents, les personnels, et puis prendre des dispositions s'il s'agit d'un enseignement. Et par la suite, nous, on interroge la personne avec qui on parle pour lui demander quels sont les contacts qu'elle a pu avoir. Parce que l'idée de faire tous ces tests-là, c'est comme on n'a pas vraiment de traitement, l'idée, c'est de s'isoler pour éviter que le virus passe à une autre personne. Alors, dans le cas de la personne qui vient de recevoir un résultat positif, nous, ce qu'on sait, c'est qu'en général, elle est contagieuse 2 jours avant son résultat. Donc, on va 2 jours avant son résultat si elle n'avait pas de symptômes, mais 2 jours avant ses symptômes si elle en avait. OK. Alors, ça peut changer les choses parce que quelqu'un peut avoir été symptomatique 2-3 jours, s'être fait tester avant qu'on reçoive le résultat, on est rendu quasiment au 5e jour. Alors, il va falloir retourner 2 jours en avant du début des symptômes. Et là, pendant cette période de contagion-là, on va s'informer sur le nombre de personnes qu'elles ont rencontrées, qui elles ont rencontrées, dans quelles circonstances elles les ont rencontrées, pour évaluer le risque de transmission du virus. De façon générale, quand les gens n'ont pas de protection puis sont à moins de 2 mètres, la probabilité de transmettre le virus est assez élevée, à moins que cette rencontre-là ait été de très courte durée. OK. Alors, en général, on évalue dans un milieu de travail, par exemple, que quand les contacts ont été de moins de 15 minutes sans protection, le risque est faible. Okay. Mais puis ça, on parle d'un 15 minutes cumulatif pour tout le quart de travail de toute la journée. Donc, c'est difficile à évaluer, mais on peut le faire. Des fois, on sait, on a rencontré un collègue simplement dans le corridor, puis on a oublié de mettre le masque quand on s'est promené. Bon, ça peut arriver. Alors ça, c'est moins grave. On appelle ça un risque faible, mais il y a un risque quand même. Alors, il faut que les gens, à ce moment-là, surveillent leurs symptômes. Dès le moindre symptôme, il faut qu'ils se retirent. Puis, on le dit de façon générale, mais là, on alerte les gens que là, c'est des grosses chances que s'il y a des symptômes, ben là, ils ont été en présence avec le COVID. Okay. Alors, ça, c'est un risque faible. Si on évalue que la personne a été en présence avec quelqu'un qui avait pendant plus de 15 minutes cumulatives pendant un quart de travail, ben, à ce moment-là, ce sont des contacts qu'on envisage, qu'on considère comme à risque modéré. Alors, ces personnes-là, il faudra avoir leur numéro de téléphone, leur nom, pour pouvoir les rejoindre, pour faire l'enquête auprès d'eux et les isoler, ces personnes-là. Eux aussi, pour une période donnée. Eux aussi. Parce que eux, le risque est assez élevé que c'est fort probable qu'ils vont développer la maladie pendant les 14 prochains jours après le contact. OK. Donc, il faut qu'ils restent à la maison pendant les 14 prochains jours pour que s'ils font la maladie,
ils la fassent dans un environnement où ils ne pourront pas contaminer d'autres personnes. OK. Alors ça, c'est les risques modérés. Maintenant, les gens vivent avec d'autres mondes aussi dans leur maison. Ils ont des familles, des conjoints, des enfants. Parfois, il y a plusieurs personnes qui vivent dans la même maison. Donc, ça, c'est quand on vit avec quelqu'un, le risque est beaucoup plus élevé encore de transmettre le virus. Donc, c'est des contacts à risque élevé, mais la conduite est la même. Les contacts modérés ou les risques élevés, il faut qu'ils soient isolés pendant 14 jours pour que si ils font la maladie, ils la fassent dans un environnement, ils ne peuvent pas transmettre le virus. OK. Alors, c'est un petit peu comme ça qu'on procède pour les cas et contacts. Les cas vont généralement ne plus être contagieux après 10 jours après le début de leurs symptômes ou 10 jours après le test s'il n'y avait pas de symptômes. OK. Mais il y a quand même une condition qui s'ajoute, c'est qu'au bout de 10 jours, s'ils ont encore de la fièvre ou s'ils ont encore des symptômes, ça se peut que leur isolement doive être prolongé. Et ça, vous faites le suivi avec chacun de ces On fait le suivi avec ces gens-là. Et puis, si on voit que les symptômes ont l'air à durer ou il y a autre chose qui se déclare, il faut absolument que ces gens-là soient en contact avec leur médecin de famille pour faire évaluer leurs conditions. Okay. Parce que parfois, la COVID est sévère, puis elle peut durer plusieurs semaines pour certaines personnes. Et d'autres fois, il y a des personnes qui ont déjà une condition sous-jacente, une autre maladie, que la COVID est venue exacerber, puis ils sont malades de leur autre maladie, même s'ils sont plus contagieux. Mais c'est clair que dans tous ces cas-là, il faut qu'il y ait quelqu'un, un clinicien, qui fasse l'évaluation personne par personne. Okay. Mais de façon générale, pour la santé publique, au bout du jour, on considère les gens non contagieux s'ils n'ont plus de symptômes. OK. Puis de façon générale, dans les cas qu'on a pu voir chez nous en Gaspésie, mais c'est vrai que c'est un peu partout aussi, là, on apprend à connaître ce virus-là, tout le monde. Là. Quelle proportion ont des symptômes importants ou graves? On sait que ça varie en fonction de l'âge, mais nos enfants, par exemple, du primaire, du secondaire, ou nos jeunes, est-ce qu'il y a une différence en lien avec ces tranches d'âge pour les âges? Oui, il y a vraiment une différence. Les enfants font beaucoup moins de symptômes. Et jusqu'à 40 des enfants vont être asymptomatiques. C'est-à-dire qu'ils n'auront aucun symptôme, mais ils vont faire la maladie quand même, donc ils risquent de la transmettre. Puis plus on avance en âge, plus les gens ont des symptômes, puis les personnes plus âgées ont même des complications très fréquentes. Alors, les personnes qui ont déjà des maladies, puis les personnes qui sont âgées à partir de 60 ans, là, on commence à voir de plus en plus de personnes qui font des complications. Une proportion plus élevée, OK. Oui, puis quand on est rendu à 90 ans, c'est presque 40 des gens qui font des complications qui peuvent les amener au décès. Alors, c'est assez sérieux. Alors, c'est pour ça que ce qu'on demande aux plus jeunes, c'est de penser que même s'ils ne sont pas trop mal, il faut respecter les consignes qui leur sont données parce que si elles transmettent la maladie à des personnes qui sont plus vulnérables, elles peuvent voir des gens qui vont tomber vraiment gravement malades à cause de la COVID. Parce qu'ils leur ont transmis. Ils auront été un vecteur éventuellement de contagion, de propagation du virus. Donc, à partir du moment où on a un cas confirmé, vous nous avisez, nous, on a déjà des lettres, on envoie une lettre aux parents, au personnel qui dit il y a un cas de confirmé, l'enquête se poursuit de la santé publique. Et là, on attend la conclusion de l'enquête. Il y a deux possibilités qu'on a vues, nous, là, dans les dernières semaines. Une première qui nous dit, bien, cette personne-là n'a pas été en contact avec des gens de façon importante dans la période où elle était contagieuse. Donc, il n'y a que cette personne-là qui est retirée. Donc, pendant le 14 jours, dans notre réalité à nous, c'est comme une autre maladie, c'est-à-dire que la personne en question va être absente et va revenir après son isolement. Maintenant, si dans l'enquête, vous avez des indices comme quoi soit des élèves, soit des membres du personnel vont être catégorisés dans ce que vous expliquiez tantôt à risque modéré. Comment on fait ça? Qu'est-ce qui se passe? Bien, là encore, l'école reçoit une lettre disant qu'effectivement, on a identifié une classe, quand c'est une classe bulle, par exemple, où les élèves sont à risque modéré, doivent tous être retirés de la classe. Donc, à ce moment-là, ben, la commission scolaire doit prendre
le centre de service scolaire Ouais, c'est de ça. prendre La relève. la relève et puis aviser ces gens-là, puis fermer la classe, puis réorganiser l'enseignement, évidemment, en attendant que le virus soit incubé, ce qui est 14 jours, effectivement, chez les contacts. OK. Justement, on a des questions là-dessus. Qu'est-ce qui fait qu'on a eu des exemples dans certaines écoles où on avait 2 classes de confinées, l'autre classe demeurait ouverte, puis il y a des questions qui disaient quels sont les critères pour décider de confiner ou non une classe? Ce que j'ai compris, moi, c'est qu'à partir du moment où on a un élève qui a été confirmé positif à la COVID, comme il était dans sa bulle et qu'on n'avait pas de contrainte de distanciation, les autres membres de la bulle, de la classe, sont considérés comme à risque et donc on va les retirer. Oui, C'est c'est vraiment exactement ça. c'est de cette façon-là que vous déterminez les classes. Mm. Ce qui fait que, Puis, par exemple, puis ce qui fait que la classe qui n'a pas été confinée, pourquoi on ne la confine pas? Parce que ces élèves-là, on a à respecter les règles qui étaient de 1 mètre entre les bulles, qu'on se déplace, puis on garde nos distances et tout ça. Bien, eux ne sont pas considérés à risque élevé ou modéré, comme vous l'expliquez tantôt. C'est bien ça? c'est bien ça. Puis si dans l'enquête, on apprend par hasard que les règles n'ont pas été respectées entre des bulles, mais à ce moment-là, ça se pourrait que même 2 classes se soient Tout à fait. retirées. Même chose comme pour nos employés. Si les règles n'ont pas été respectées, il y a plus d'employés qui peuvent être confinés. On a une question. Un élève qui est déclaré positif, exemple, le dimanche. Il est allé à l'école toute la semaine précédente. Qui, au niveau de l'équipe école, sera testé? Pourquoi? On a une idée de réponse. Puis, qu'en est-il de la fratrie qui fréquente l'école? Donc, il y a comme une sorte je dirais, d'inquiétude ou de questionnement. Oui, mais là, est-ce que je peux avoir contracté le virus si j'ai été en contact avec cet élève-là qui finalement était contagieux avant le dimanche? On a un peu répondu, mais quand Bien, même. on a un peu répondu, mais il y a quand même une information complémentaire concernant la fratrie. Évidemment, l'enfant, s'il devient positif le dimanche, il a été à l'école probablement le vendredi. Alors, il y a des grosses chances qu'il ait été contagieux pour sa bulle. Là, ça, on en a parlé. Ses frères et sœurs qui sont des contacts, qui sont peut-être dans d'autres classes, n'étaient pas nécessairement contagieux, eux, la semaine précédente. Alors, ça n'a pas d'impact nécessairement sur les autres classes. OK. Par contre, ces frères et sœurs-là vont être évidemment retirés. Ils ne seront plus malheureusement dans leur classe parce qu'elles sont, elles, en contact maintenant avec l'enfant et elles pourraient développer la maladie. Donc, ces enfants-là vont être isolés, mais pas leur classe à ce moment-là. OK. OK. Puis lorsqu'on dit, par exemple, dans la lettre qu'on envoie souvent aux parents, on dit de surveiller les symptômes et l'état de l'enfant avant de. Par exemple, on dit il y a un cas confirmé dans une école, on vous demande de surveiller. Qu'est-ce qui fait qu'on ne demande pas à tous les enfants d'aller se faire tester? C'est une question qu'on a. Pourquoi on a un cas et on ne dit pas c'est important d'aller vous faire tester, exemple, à ceux de la bulle classe, par exemple, qui auraient été en contact? Parce que ce n'est pas parce qu'on estime que c'est un risque que c'est une certitude. Donc, un risque, ça veut dire une probabilité de développer la maladie. Alors, ça ne sert à rien de tester des gens s'ils n'ont pas de symptômes. Et chez les enfants, les asymptomatiques transmettent relativement peu. Alors, on ne fait pas de tests non plus chez les enfants qui sont asymptomatiques. On considère qu'après 14 jours, s'ils sont restés asymptomatiques, ils peuvent réintégrer la classe sans problème. Okay. Il y a une petite différence chez les adultes. Les adultes asymptomatiques transmettent plus. Donc, chez les adultes asymptomatiques, quand on les isole sans symptômes, on leur demande de passer un test au 10e jour pour voir si par hasard la maladie ne serait pas développée pendant leur isolement et qu'ils ne s'en seraient pas aperçus. Alors, dans ce cas-là, la conduite va être différente, mais chez les enfants, on ne demande pas un test. Un second test. On leur dit 14 jours, vous vous isolez. Si vous n'avez pas de symptômes, vous pouvez retourner à l'école. Si vous avez des symptômes, vous restez à la maison. C'est un peu ça. C'est ça. Puis quand on parle des tests, quand quelqu'un a des symptômes, un enfant qui a des symptômes, on sait qu'il y a bien d'autres virus, il y a bien d'autres qui peuvent donner des symptômes tout à fait semblables. Le rhume commun fait ça. Là. Alors, on demande aux gens d'aller vraiment sur le site québec.ca, puis de cliquer sur l'outil d'autodiagnostic. Puis là, on dit bien aux parents de noter les symptômes et d'attendre 24 heures avant de faire le test même.
parce que ça se peut que les symptômes disparaissent en moins de Disparaissent. 24 heures, auquel cas, c'est très peu probable que ce soit la COVID. Si c'est la OK. COVID, ça va durer. Les symptômes Alors, vont durer mais longtemps. donc, de refaire l'autodiagnostic le lendemain, si les symptômes sont toujours là. Puis là, à ce moment-là, on va déterminer si la personne doit être testée ou pas. Mais c'est sûr que c'est un peu tannant parce qu'on est habitué d'avoir des enfants qui ont le nez qui coule Oui, l'automne. à cette période-ci, oui, Il encore y en plus. a beaucoup. Mais malheureusement, on est pris avec ça. Si on fait tester tous les enfants qui ont un nez qui coule, on va avoir beaucoup d'enfants qui vont être négatifs de toute façon. Et puis, c'est pas très agréable comme test. Puis les enfants, encore moins agréable que pour les adultes. Ah, OK. Alors, quand on aura vraiment besoin du test, si on fait tester les enfants à tout bout de champ, ils ne voudront plus. Là. OK. Alors, il faut vraiment respecter cette question-là. C'est tannant parce que ça veut dire qu'on prend des journées de congé avec les enfants de temps en temps, un peu plus souvent que normalement. Mais on n'a pas vraiment beaucoup de choix là. D'autres solutions actuellement. OK. Qu'est-ce qui fait? On a une autre question qui disait un parent, un grand-parent ou un membre de la famille est testé positif. Est-ce qu'il se pourrait que l'élève soit retourné à l'école malgré tout? Puis si oui, dans quelles conditions? Bien, ça dépend. Si c'est un grand-parent qui ne vit pas directement avec l'enfant, c'est clair qu'il n'y a pas de raison qu'il ne continue pas à aller à l'école. Un parent, ça dépend aussi des conditions. Des fois, on a des parents qui travaillent un peu à l'extérieur et reviennent parce qu'ils ont eu un test, mais ils sont isolés, puis les Toujours le enfants fait sont... de la distance. C'est toujours le toujours fait. la distance puis le contact possible. Donc, l'analyse va vraiment toujours être en lien avec le fait est-ce que cette personne-là a été en contact à une distance de moins de, une De distance 2 donnée, moins de mètres. 2 mètres sans protection pour une durée assez longue. Et si oui, on confine. Sinon, on peut retourner à faire vaquer nos occupations habituelles. OK. Exactement. On sait des fois, on va avoir, tel élève ou telle personne est confinée jusqu'à telle date. Qui détermine, parce que là, on a des questionnements à savoir aussi, est-ce que, par exemple, s'il y a un élève ou un parent d'élève dit, mon enfant va bien, puis je le retourne à l'école avant sa période de confinement, on sait que ce n'est pas ce qu'il faut soit fait, là, parce qu'il pourrait être encore contagieux. Non. Est-ce qu'on a des confirmations écrites de la santé publique? De quelle façon, comme organisation, on doit gérer ça? Dans la lettre dans la lettre type que vous envoyez aux parents, je pense que c'est bien indiqué que c'est dans le cas d'un cas, 10 jours après le début des symptômes ou 10 jours après le test s'il n'y avait pas de symptômes, à moins qu'il y ait des symptômes qui se développent. Et dans le cas de contact, les gens qui sont isolés parce qu'ils sont des contacts, bien c'est 14 jours après le dernier contact. Donc, on a ces précisions-là dans la lettre. C'est dans la lettre que ces choses-là sont précisées. Par exemple, quand on isole une classe, ça va être la même chose. Ça va être le respect de 14 jours. Mais dans la classe, même si la classe reprend, il se pourrait qu'il y ait des enfants qui ne puissent pas reprendre parce qu'ils ont développé des symptômes entre-temps. OK. Puis de toute façon, nous aussi, on prend en note ces dates-là. Puis les directions d'établissement, lorsqu'ils, par exemple, voient un enfant vouloir revenir avant la date qui était prévue initialement, on lui demande de rester à la maison pour respecter les consignes de la santé publique. Donc, on effectue nous-mêmes aussi un suivi à cet effet-là pour assurer la sécurité de tous et de tout le monde. Ça fait pas mal le tour, M. Boniviger, des questions qu'on avait sur les cas. J'espère que ça a répondu à ces questions, à la plupart des questions. Bien, merci. On se reparle. Merci.